à la découverte des côtes normandes et bretonnes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode. Comme promis il y a 2 semaines, aujourd'hui on part sur un thème estival. Vous pouvez m'écouter tout en vous relaxant sur la plage car je vais vous décrire des paysages que je trouve très sympas. Il y a quelques années, je suis rentrée en France après un long moment. Le Covid était passé par là et j'avais eu le mal du pays. À mon retour, j'avais envie de mieux connaître les régions françaises. J'ai fait pas mal de petits séjours aux 4 coins de l'Hexagone et, à l'été 2022, j'ai décidé de faire un road trip le long des côtes normandes et bretonnes. J'ai demandé à une copine de me prêter une tente et un matelas gonflable. J'ai acheté un peu de matériel à Decathlon, tout mis dans ma petite Fiat Panda et on est parti avec mon mari à la découverte de ces régions. Dans cet épisode, je vais m'inspirer de ma propre expérience pour vous proposer un itinéraire qui s'étend des falaises d'Étretat en Normandie au golfe du Morbihan dans le sud de la Bretagne. Je vais essayer de ne pas juste vous faire une liste de lieux, mais vous expliquer plutôt quel est l'intérêt de chaque pan de la route. Dans une première partie, on parlera de la Normandie. Dans la deuxième partie, de la Bretagne. Et en troisième partie, je vous donnerai quelques conseils pratiques. Alors, c'est parti! Commençons notre itinéraire par les paysages les plus emblématiques de la Normandie. Il faut l'avouer, quand on voyage, on a envie de retrouver des images qu'on a déjà vues en photo, en tableau ou même dans des films et séries. Eh bien, quand on pense à la Normandie, on pense forcément aux falaises, aux petites villes portuaires et aux plages de sable jaune. C'est tout ce qu'on retrouve quand on sillonne les 100 km qui séparent Étretat de Cabourg. Quand j'ai fait mon road trip, je me rappelle que je venais de voir la série Lupin sur Netflix et un des épisodes se passe à Étretat. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé le voyage là-bas. Étretat, c'est un petit village de bord de mer qui est surtout connu pour ses falaises de craie blanche qui forment naturellement des arches. Mais si, vous savez, quand on regarde l'horizon, ces falaises s'avancent dans la mer en formant des sortes d'aiguilles. C'est l'attraction principale du village où je vous conseille d'aller passer un après-midi et d'attendre le coucher du soleil en pique-niquant face à la mer, sur la plage ou sur la colline et en regardant vers l'aiguille. Quand j'y suis allée, j'ai eu l'impression d'être en train d'admirer une peinture en mouvement. Les couleurs que prennent le ciel et la mer au cours de la journée sont fascinantes. J'ai alors compris pourquoi ce paysage a autant inspiré les peintres, et notamment le célèbre peintre impressionniste Claude Monet, qui a passé une grande partie de sa vie en Normandie. D'ailleurs, en parlant de Claude Monet, en continuant plus à l'ouest après Étretat, vous trouverez plusieurs villes portuaires comme Le Havre ou Honfleur qui sont parmi les berceaux, les lieux d'origine du courant impressionniste. Les impressionnistes avaient pour particularité de peindre des paysages en essayant de représenter au mieux le mouvement des couleurs et des formes. Et les villes portuaires normandes, avec leurs lumières fortes et changeantes qui transpercent derrière les bateaux à voile, étaient de très bons modèles. Je vous conseille plus particulièrement de vous arrêter à Honfleur, qui est une ville plus petite que Le Havre et qui a gardé son charme de l'époque des impressionnistes. C'est un endroit très agréable où flâner dans les ruelles, manger au restaurant au bord du vieux bassin et visiter les galeries d'art. On peut y rester quelques heures comme quelques jours selon l'inspiration.
Alors parmi vous, peut-être que certains connaissent déjà bien la peinture impressionniste. Peut-être même que quand je vous parle de bord de mer normand, vous avez en tête des tableaux célèbres qui représentent une plage de sable jaune avec une promenade faite de planches de bois et des petites cabanes de couleurs tout le long du littoral. Eh bien, ce genre de paysage, on le retrouve juste après. En continuant environ 10 km à l'ouest après Honfleur, on tombe sur Trouville, Deauville et puis Cabourg. Ces villes forment le trio des stations balnéaires préférées des Parisiens. Station balnéaire, c'est l'expression qu'on utilise pour parler d'un lieu avec un point d'eau, par exemple la mer ou un lac, et bien aménagé pour accueillir les vacanciers. Ce sont des plages accessibles par des routes faciles, avec des commerces à côté, des hôtels, etc. Et donc, Trouville, Deauville et Cabourg sont des lieux où les Parisiens ont l'habitude d'aller en vacances. Moi, personnellement, je connaissais déjà depuis longtemps ces villes pour y avoir passé plusieurs fois des week-ends entre copains. Il faut dire que ce sont les plages les plus accessibles depuis Paris, à moins de 3 heures en voiture ou en train. D'ailleurs, leur popularité n'est pas récente. Déjà dans les années 1900, à la belle époque, les classes privilégiées parisiennes allaient se ressourcer là-bas. On peut citer par exemple Coco Chanel, la célèbre créatrice de mode qui avait choisi en 1912 Deauville pour ouvrir sa deuxième boutique, juste après Paris bien sûr. Aujourd'hui, on trouve toujours sur les plages normandes des commerces de luxe, des restaurants chics, des casinos, mais aussi des lieux plus simples et accessibles. C'est un endroit sympa où passer quelques jours, à se prélasser sur la plage, à lire et à manger des glaces. Et avec ça, on finit le premier morceau de notre itinéraire normand, celui des paysages emblématiques peints par les impressionnistes, et on peut passer à notre deuxième morceau de route. Alors, quand je vous parle de la Normandie, vous pensez peut-être à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est justement dans cette histoire-là qu'on peut se plonger si on continue la route vers l'ouest. On tombera sur les plages du débarquement. Le débarquement en Normandie, c'est cette mission militaire historique où des soldats, principalement britanniques, états-uniens et canadiens, ont réussi à entrer sur le territoire français occupé par l'Allemagne nazie en arrivant par surprise sur des plages. Dans le mot débarquer, on trouve le mot barque, qui est le nom d'un petit bateau, le genre de petit bateau qu'on utilise sur des lacs et qu'on fait avancer avec des rames. Et donc, débarquer, c'est sortir de sa barque. Et par extension, on utilise ce mot pour une personne qui sort de n'importe quel navire, même des gros bateaux. Mais débarquer, ça s'utilise aussi au sens figuré, d'arriver quelque part à l'improviste. On peut dire par exemple, il a débarqué chez moi comme ça à 3 heures du mat. Alors, le mot débarquement se prête vraiment bien à ce qu'il s'est passé en juin 1944, quand 150 000 soldats sont sortis de leur bateau par surprise sur des plages normandes. C'est en grande partie grâce à cette mission que la France a ensuite été libérée et puis plus tard que la guerre a pris fin. Plus exactement, les soldats ont débarqué sur 5 plages qui portent encore aujourd'hui les noms de code qui leur avaient été donnés pour préparer la mission. Utah, Omaha, Gold, Sword et Juno. Quand j'ai fait mon road trip en Normandie, je pensais passer rapidement sur ces plages, prendre quelques photos, me recueillir quelques minutes sur les monuments en hommage aux soldats. Et finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. 2 jours complets, je crois, tant il y avait à voir.
En fait, quand on se rend sur les plages du débarquement, il y a de nombreuses infrastructures qui ont été installées là pour faire le travail de mémoire. Il y a des plaques explicatives, il y a des scènes de reproduction, des musées, etc. Un des sites les plus notables est le cimetière américain de Colville, avec ses alignements de croix blanches qui surplombent Omaha Beach. Il repose là-bas les corps de plus de 9000 personnes mortes le jour du débarquement. Quand on visite ce cimetière, on peut accéder à un mémorial, une chapelle, un jardin du souvenir, etc., etc. Bref, c'est un bel endroit où se recueillir. Comme je vous l'ai dit, pour visiter l'ensemble des plages et des lieux de mémoire qui les entourent, ça m'a pris environ 2 jours. Cependant, j'ai vu qu'il existe des parcours recommandés de 4 jours. C'est vrai que je suis passée un peu vite sur certains lieux. Alors perso, j'ai trouvé que c'était suffisant, mais suivant votre intérêt pour cette histoire, vous pouvez prévoir entre une seule journée et 4 jours. Alors voilà. Ça, c'était pour la partie historique de la Normandie. Pour le dernier pan, avant d'arriver en Bretagne, il faut que je vous parle du département de la Manche. C'est la zone qui forme une pointe s'avançant dans la mer qui sépare le Royaume-Uni de la France. Cette mer s'appelle la Manche, d'où le nom du département. Quand on sillonne la Manche, on trouve un paysage plus sauvage que quand on se trouve dans les lieux que je vous ai cités avant. C'est un territoire principalement rural où on ne trouve pas de grandes villes. Le bout de la pointe s'appelle le Cotentin et c'est une destination prisée, appréciée, des amateurs de tourisme respectueux de l'environnement. On peut y faire des balades au milieu d'une nature verdoyante et dans le calme. Et puis, en redescendant et en se dirigeant vers la Bretagne, on tombe sur le Mont-Saint-Michel. C'est une petite île rocheuse au milieu d'une baie de sable sur laquelle a été construite une abbaye médiévale. À marée haute, c'est vraiment une île, accessible seulement depuis un pont. Mais à marée basse, c'est-à-dire quand la mer descend et est moins profonde, on peut accéder à ce lieu à pied en passant sur le sable. Attention quand même, pour passer à pied, il faut être accompagné par un guide parce qu'il y a du sable mouvant, c'est-à-dire qu'on peut s'enfoncer dedans et rester bloqué. Le Mont-Saint-Michel est classé au patrimoine de l'UNESCO et il attire des millions de visiteurs chaque année. Du coup, quand on y va, il faut se préparer à se retrouver sur un lieu avec beaucoup de monde et beaucoup de choses payantes. Mais malgré tout, ça reste un lieu magique, qui vaut largement le coup d'être visité. Personnellement, j'y suis allée en fin de journée, quand les groupes de touristes commençaient à partir. J'ai adoré me balader dans les ruelles du village, gravir les marches jusqu'à l'abbaye, admirer la vue sur la baie, et puis redescendre tranquillement en observant les reflets du soleil couchant sur la mer. Pour finir, avant que vous alliez au Mont-Saint-Michel, je dois vous prévenir. Il y a une petite rivalité bien connue entre la Bretagne et la Normandie, chaque région revendiquant ce bout de terre. Officiellement, il se situe bien en Normandie, dans le département de la Manche. Mais historiquement, il a aussi été rattaché à la Bretagne et il reste très présent dans l'imaginaire breton. Cette petite querelle entre les deux régions est devenue presque une blague locale. Si vous regardez sur la carte, cette dispute est compréhensible car la petite île est vraiment située pile à la limite. Et c'est bien pour ça que ce sera notre dernier stop et qu'après cette visite, on part en Bretagne. On commence notre découverte de la Bretagne avec l'une de ses villes les plus emblématiques, Saint-Malo, surnommée la cité corsaire. Les corsaires, c'étaient des marins qui avaient reçu de l'État l'autorisation d'attaquer les navires ennemis pour leur voler leur cargaison. C'étaient en quelque sorte des pirates, mais légaux. Il y avait à Saint-Malo beaucoup de corsaires car cette ville de bord de mer était stratégique pour la défense maritime française.
Et puis, plus tard, au moment des grandes explorations et du commerce triangulaire, la ville a vu naître de nombreux navigateurs et explorateurs, dont le célèbre Jacques Cartier. Encore aujourd'hui, cette histoire se ressent dans l'architecture massive de la ville fortifiée, avec ses grands remparts en granit qui entourent le centre de la vieille ville. On peut d'ailleurs se promener sur ces remparts pour admirer la vue sur la mer, les plages et les îlots voisins. En une journée, on peut faire une belle visite du centre-ville, observer les marais, se promener dans les ruelles pavées, visiter la cathédrale, etc. Et surtout, manger une crêpe ou une galette dans une des nombreuses crêperies traditionnelles. Et oui, impossible de ne pas manger cette spécialité dès son tout premier jour en Bretagne. Après, si vous restez un peu plus longtemps, vous pouvez explorer la côte d'Émeraude tout autour, où l'eau prend parfois une teinte verte intense, surtout quand le soleil perce à travers les nuages. Il y a plein de belles plages, mais aussi des sentiers côtiers accessibles, parfaits pour faire de belles randonnées. En fait, tout le littoral breton est parcouru par un long chemin de randonnée qui s'appelle le Sentier des Douaniers. Il commence au Mont-Saint-Michel, puis il arrive à la côte d'Émeraude et il continue le long de la côte de Granit-Rose. Ce qu'on appelle la côte de Granit-Rose, c'est environ 10 km de côte autour de la ville de Perros-Guirec, caractérisée par la couleur rosée des rochers sculptés par le vent et les vagues. C'est un coin sympa pour prendre des photos, se balader, mais aussi pour faire du surf. Et quand se termine la côte de Granit-Rose, après le petit village de Loquirec, on passe à l'avant-dernière étape de notre itinéraire en entrant dans un département qui porte bien son nom, le Finistère, la fin de la terre. C'est le département le plus à l'ouest de la France et on y ressent vraiment une atmosphère de bout du monde. Les villages sont parfois minuscules, les routes tournent beaucoup, mais à chaque détour, on découvre une crique, un phare, et on est plongé dans une nature sauvage. Ce que j'ai préféré dans le Finistère, c'est la presqu'île de Crozon. On appelle presqu'île un bout de terre qui est relié au territoire principal par un morceau de terre plus fin. Je sais pas si c'est très clair, mais j'avoue que c'est difficile à définir avec des mots simples. Bref, en tout cas, l'exploration de la presqu'île de Crozon a été pour moi le moment où j'ai compris pourquoi les Bretons adoraient tant leur région. J'avoue que pendant des années, je n'avais pas très envie d'aller en Bretagne car je pensais qu'il y avait beaucoup de pluie et de vent. Mais quand j'étais en haut des falaises de la presqu'île de Crozon, à admirer la mer d'un bleu profond, je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'affronter un peu de vent. C'était vraiment à couper le souffle. Un paysage à couper le souffle, je vous l'ai déjà expliqué dans un autre épisode, c'est un paysage qui est tellement impressionnant qu'on dit, de manière figurée, qu'on arrête de respirer en le voyant. C'est cet effet-là que produit la pointe du Finistère. Alors, après ça, on est prêt à terminer le voyage avec une ambiance plus relaxe. Tant mieux, puisque c'est dans le sud de la Bretagne qu'on trouve les meilleures stations balnéaires de la région. En longeant la côte sud du Finistère, puis le département du Morbihan, on remarque que les paysages changent petit à petit. Les falaises laissent place à de longues plages de sable blanc, à des petits ports tranquilles et à des villages touristiques. C'est une zone plus douce, où il fait souvent un peu plus chaud l'été et où il est agréable de se baigner. Bien sûr, l'eau est plus fraîche qu'en Méditerranée, mais franchement, moi, je m'y suis sentie très bien. Sur cette côte, il y a un petit coin vraiment à part, le golfe du Morbihan. C'est comme une petite mer intérieure dans laquelle il y a plusieurs petites îles où on peut aller passer la journée, louer des vélos et des paddles, faire des balades, puis rentrer sur le continent en bateau. Et puis, en arrivant vers l'est, on sent que le voyage touche à sa fin. Les paysages deviennent plus plats, un peu plus urbains, et on boucle cette grande boucle autour de la Bretagne avec, pourquoi pas,
un dernier coucher de soleil sur l'océan. Ce que je retiens de ce road trip, c'est à quel point la Normandie et la Bretagne sont variées. En quelques jours, on passe de falaises sauvages à des plages tranquilles, de villes fortifiées à des petits ports. Et c'est en prenant son temps, en avançant petit à petit, qu'on profite vraiment de toute cette richesse. Alors, si ça vous donne envie de partir, je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques sur le logement, la météo, les moyens de transport, pour vous aider à organiser votre propre voyage sans stress. Pour terminer, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques en répondant à 4 questions simples. Quand partir? Quoi emporter? Où loger? Et comment se déplacer? Alors, première question, quand partir? Sans surprise, je vous recommande de voyager en été. C'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances d'avoir du beau temps, ce qui est vraiment agréable pour découvrir la côte. La Normandie et la Bretagne sont connues pour leur pluie et leur vent, et c'est pas une légende. Mais en été, on peut avoir aussi de superbes journées avec un ciel bleu et une température parfaite. Pour vous donner une idée, moi, j'y suis allée pendant une canicule. Dans le reste de la France, il faisait beaucoup trop chaud pour visiter ou randonner, mais sur la côte bretonne, c'était juste parfait. Cela dit, même en été, il peut y avoir des perturbations. Par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a une grosse dépression, c'est comme ça qu'on dit dans le langage de la météo, au-dessus de la Normandie, avec des pluies très intenses. Donc, si vous pouvez, essayez de garder un peu de flexibilité. Regardez la météo quelques jours avant de partir, ça peut éviter pas mal de déceptions. Mais bon, même quand il fait beau, il faut quand même s'attendre à quelques averses, même si c'est passager. En Bretagne, on dit souvent qu'il pleut tous les jours, plusieurs fois par jour, mais que ça ne dure jamais très longtemps. Il faut juste s'adapter. Parfois, on attend 10 minutes dans la voiture ou sous un arbre et le soleil revient. Alors, c'est là qu'on en vient à ma deuxième question. Quoi emporter? Eh bien, vous l'aurez compris, un peu de tout. C'est un peu le secret pour voyager dans ces régions. Il vous faut des vêtements légers pour les journées ensoleillées, un maillot de bain si vous voulez vous baigner, un chapeau, de la crème solaire, mais aussi un pull, un coupe-vent et surtout un imperméable ou une veste de pluie. Même en été, on peut avoir un peu de fraîcheur ou une brume qui vient de l'océan. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des bonnes chaussures. Pas besoin d'être un grand randonneur ou une grande randonneuse, mais vous allez forcément avoir envie de marcher un peu. Un sentier sur une falaise, un chemin entre deux villages, une balade sur la plage, on marche plus qu'on ne le pense. Troisième question, où loger? Si vous aimez changer de lieu régulièrement, je vous conseille le camping. C'est une solution simple, économique et très flexible. En France, on trouve des campings un peu partout, même dans les zones très rurales. Les campings municipaux sont souvent les moins chers, autour de 8 à 12 euros la nuit, avec des équipements simples, douche, toilette, parfois un coin cuisine. Il y a d'autres campings qui sont un peu plus chers et qui sont plus confortables, avec parfois une piscine, un petit magasin, une salle commune et même la possibilité de louer un logement déjà installé, genre un mobil-home ou un petit chalet. Un mobil-home, c'est un logement en dur qui peut, en théorie, se défaire, mais que les campings laissent en général à l'année et où on a au moins une chambre, une petite cuisine, une salle de bain, etc. Quand j'ai fait mon road trip, je réservais jamais en avance. En début d'après-midi, j'appelais les campings dans la zone où je pensais m'arrêter le soir et je demandais s'ils avaient de la place. Ça fonctionnait très bien. Et ce que j'aime beaucoup avec le camping, c'est qu'on croise des gens très différents. Des familles françaises avec des enfants, des couples de trentenaires, des randonneurs, des retraités allemands ou néerlandais en camping-car. Bref, c'est un vrai mix et parfois ça peut faire des conversations sympas entre voisins de tente.
Et enfin, dernière question, comment se déplacer? Alors moi, j'avais, comme je vous l'ai dit, une petite voiture avec une tente et tout le matériel de camping dans le coffre. C'était très pratique parce que ça me permettait de rouler sur des petites routes, de changer facilement d'endroit tous les jours et d'avoir tout à portée de main. Mais cet itinéraire peut aussi se faire en camping-car, à vélo ou même à pied. À pied, la Fédération française de randonnée propose plein d'options de randonnée, de sentiers qui sont numérotés et qui s'appellent des GR pour grande randonnée. Alors en Bretagne, ce que j'ai appelé tout à l'heure le sentier des douaniers, si vous regardez sur la carte de la Fédération de randonnée, ça correspond au GR numéro 34 qui longe toute la côte bretonne. Et on a un sentier un peu similaire aussi du côté de la Normandie. Il y a le GR 223. Et puis entre Étretat et Le Havre, c'est encore un autre. Mais vous pouvez voir ça sur Internet. C'est des sentiers donc qui sont balisés, qui sont entretenus et qui sont marqués pour qu'on ne puisse pas se perdre. Et avec exprès des points de vue super beaux, des endroits où dormir sur la route, etc. Donc si vous aimez marcher, c'est vraiment une super option. Bien évidemment, vous pourrez pas faire tout l'itinéraire que j'ai décrit, il faudra forcément choisir certaines portions. C'est la même chose si vous décidez de prendre le vélo. Vous pourrez faire certaines portions et en cyclisme, on peut suivre les itinéraires de France Vélo Tourisme. Il y a par exemple la vélo maritime, plutôt le long de la Manche, et il y a une route qui s'appelle la littorale qui descend plutôt de l'ouest au sud breton. C'est des parcours adaptés, qui sont sécurisés, avec certains pans sur la route principale, d'autres pans dans des petites routes. Parfois, ça va longer, par exemple, des anciens rails, des choses comme ça. Et c'est assez sympa. Alors moi, je suis pas spécialiste de ces modes de voyage, mais si ça vous intéresse, je pourrais demander à des amis qui font toutes leurs vacances à vélo ou en randonnée et proposer un autre épisode avec leurs bons plans. Voilà, je pense vous avoir donné les informations essentielles pour organiser un road trip en Normandie et en Bretagne. Ces deux régions sont idéales pour voyager lentement, pour profiter des paysages, de l'air marin, des villages, des crêpes, bien sûr, et des couchers de soleil. J'ai essayé de vous proposer un itinéraire varié en vous expliquant bien quel était l'intérêt de chaque endroit parce que je trouve que c'est plus sympa de voyager en suivant un peu des thème plutôt que juste une progression de lieux sans vraiment comprendre l'atmosphère. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Je serais ravie de vous lire si vous avez déjà des expériences de voyage dans ces régions. Et bien sûr, si vous décidez de faire un voyage prochainement, cette année ou l'année prochaine, à partir de ce que j'ai dit dans cet épisode, là, je serais carrément ravie de le savoir et d'échanger avec vous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut!